Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Eric Walmé, le fondateur d'Inoé et développeur de l'Ignovalet, pôle d'excellence bois en Ile-de-France. Avec lui, on va parler biomasse et bois énergie. Notre débat, il portera sur le modèle de la restauration collective, comment le transformer en profondeur. On va découvrir le partenariat entre Compass et le groupe SOS. Et puis dans Smart Ideas, on va produire de l'électricité en circuit court avec Selfie. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Eric Walmé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur d'Inoé que vous avez créé en 2016. Votre métier c'est quoi? Valoriser le bois? Oui, exactement. Valoriser le bois, récupérer la biomasse qu'on peut trouver sur notre territoire, essentiellement pour nous le territoire francilien et Hauts-de-France. C'est avant tout transformer ce bois pour en faire un combustible de demain. Donc c'est de la biomasse à destination de chaufferie collective, essentiellement de la chaufferie industrielle. Donc c'est surtout un métier de sourcing. Où sont les produits? Que peut-on en faire? Comment les transformer pour les utiliser au mieux de leur valeur ajoutée? C'est ce qu'on appelle le bois énergie, c'est ça? Le bois énergie, exactement. Le bois énergie, c'est de la récolte forestière, Ouais. donc sur des éclaircies, des cloisonnements forestiers, des sécurisations forestières, des sécurisations de baux de route. C'est aussi une partie de l'élagage urbain, donc le patrimoine arboré qu'on a tous devant chez nous, les arbres d'alignement, les arbres de parc et jardin, qui tous les ans ont besoin d'être taillés. Et toute cette matière, aujourd'hui, avait des vocations compostage. Et là, on s'aperçoit que la transition va nous pousser sur ces énergies renouvelables. Et c'est avec le matériel mis à disposition qu'on va pouvoir transformer et préparer ces combustibles. Est-ce qu'il y a aussi des déchets de bois qui viennent, je ne sais pas, de l'industrie, qui viennent des palettes par exemple, on pense aux palettes? Tout à fait, donc ce qu'on va appeler les bois de recyclage, donc deux classes de bois, les classes A, donc la palette, les caisses, tout ce qui est emballage, les bois non traités, non encollés, et tout ce qui est la partie classe B, donc ça sont les bois de déconstruction, les bois de démolition, les bois d'ameublement, qui eux peuvent subir également une transformation par le biais de chaufferie, production d'électricité, production de gaz, production de chaleur, et qui demain vont rentrer dans de la gazéification pour aller produire l'hydrogène de nos futurs véhicules pour pouvoir acheminer nos matières. Ouais. Quelques chiffres clés autour d'Inoé, créé en 2016, je l'ai dit, à 36 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires 2021 de 6,7 millions d'euros. Votre site principal, il est basé dans les Yvelines, à Vernouillet. Ça, pardon, c'est une question ultra basique de curieux, mais ça ressemble à quoi? C'est une usine? Demain, ce sera une usine. Oui. Ça va s'industrialiser. Et Oui. c'est dans le cadre des plans de relance qui sont faits. Aujourd'hui, c'est une plateforme. Donc, c'est un terrain, on va pas dire vague parce qu'il y a un enrobé, mais c'est un terrain. Oui. Ce sont des tas de matières et c'est beaucoup de matériel et beaucoup d'opérateurs. Donc, on vient classer les matières. Elles sont réceptionnées, elles sont triées par type de produit. Et en fonction des cahiers des charges des collectivités et des chaufferies, on va adapter le combustible qui va mieux correspondre d'un point de vue rapport qualité-prix. Oui, donc là, vous êtes à la phase où vous triez les matériaux avant de les envoyer vers les chaufferies? Exactement, ça, on trie les matériaux parce que chaque matériel est adapté au niveau de la préparation des produits. Et il y a une filière spécifique pour chaque matériau? Il y a une filière pour chaque matériau, il y a surtout aussi une filière d'assemblage de combustible. Parce que lorsqu'on va aller chercher, on va chercher un pouvoir calorifique, c'est l'énergie qu'on va aller chercher. D'accord. Si on met un bois trop humide, on n'aura pas de rendu chaleur. Par contre, si on vient faire une mixité, on a une régularité. Et cette régularité de préparation de combustible, on est dans le monde industriel. Si on a un produit qui est stabilisé de façon régulière, c'est plus facile à conduire les engins de production demain d'électricité et de chaleur. Vous récupérez aussi d'autres matériaux à valoriser? Alors, on récupère la partie essentiellement végétale du parc arboré. Ouais. On récupère un peu d'issues agricoles, mais mon métier, vraiment, Inoé, on s'est basé sur la partie bois. Je ne suis pas dans le monde du déchet, du tout recyclage, du plastique, du carton, du papier. Ouais. C'est vraiment, j'ai voulu cibler mon activité sur un domaine bien spécifique, parce que les gros du monde du recyclage, que tout le monde connaisse, eux sont sur tout un éventail. Moi, j'ai vraiment voulu cibler sur la partie biomasse bois. Donc l'énergie, elle est produite par des chaufferies, Oui. ce que vous nous avez dit. Ça veut dire que vos partenaires, ce sont quoi, des énergéticiens? Des énergéticiens, oui, on peut les citer, des Engie, des Dalkia, des Coriance, des IDEX. Donc voilà, ce sont
tout un monde de l'énergicien qui est mis à disposition des collectivités pour leur assurer des réseaux de chaleur, parce que c'est ça le but, eau chaude sanitaire et chauffage, des réseaux de chaleur. Après, ce sont des industriels qui ont besoin aussi d'une source de chaleur ou une source d'électricité dans leur process. Et après, on a un peu une partie du monde du particulier, mais oui, essentiellement dans l'énergie. Et demain, Inoé aura aussi vocation à partir dans sa propre énergie, parce que l'objectif pour nous, c'est de produire l'unité 2.0 de production de biomasse. C'est-à-dire qu'avec notre énergie, on va alimenter notre installation de production. Parce que là, on produit avec du matériel, et je n'ai pas honte de le dire sur le plateau, très énergivore en GNV, en GNR, donc énergie fossile, en gasoil. Ouais. Voilà, on consomme énormément d'énergie fossile. Donc demain, c'est une unité électrique qui elle, va fonctionner et qui va nous permettre déjà de réduire nos coûts, d'avoir un impact environnemental moins important. Ouais. Voilà. Vous avez développé l'Igno Valley. Alors là, c'est quoi on se projette dans l'avenir avec on se projette dans l'avenir. Alors l'Igno Valley, Inoé déjà, c'était innovation dans l'énergie, dans l'énergie biomasse. La l'Igno Valley, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un bon petit moment. C'est qu'on se parle, c'est que la filière se parle. Moi, je suis administrateur de l'Interpro Fibois depuis 12 ans, donc Fibois Île-de-France. Aujourd'hui, il nous accompagne dans ce projet. La région nous accompagne, le département nous accompagne. C'est d'aller mettre des acteurs de la filière sur un même endroit. Voilà, donc, c'est toujours surprenant de se dire, ça veut dire que vous ne vous parlez pas ou pas assez ? On ne se parlait pas assez. Ouais. On ne se parlait pas assez. Là, on se parle parce que oui, il y a le plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement. Ouais. Il y a les tensions géopolitiques qu'il y a en ce moment, on ne va pas les rappeler, mais qui font qu'il y a une tension sur l'énergie. Bien sûr. Donc maintenant, il faut qu'on se parle. Donc il faut qu'on traite à proximité. Aujourd'hui, bon nombre de nos bois de recyclage partent à l'étranger, partent en Belgique. Ils savent faire l'électricité avec, ils ont les crédits carbone avec. Il est grand temps qu'on les garde chez nous. Voilà, donc la l'Igno Valley, ça va de la première transformation, donc la scierie, la seconde transformation. Là, on a déjà une unité de construction au Saturbois qui a signé pour venir sur le pôle d'excellence. Et puis demain, les comproduits de ces différents acteurs de la filière vont permettre de rentrer dans la préparation de nos combustibles pour aller alimenter les chaufferies de demain. Voilà. Donc l'objectif, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez créer d'ici 5 ans ? D'ici 5 ans, je veux créer, déjà, j'ai déjà un très bon positionnement au niveau de l'Île-de-France, mais c'est vraiment d'encercler l'Île-de-France pour encore mobiliser le plus de matière. C'est que la matière qu'on ne va pas chercher, c'est de mettre les différents acteurs de la filière et puis demain emmener Inoé sur la chimie verte. C'est qu'avant d'aller utiliser le bois pour aller le brûler ou pour aller le transformer, c'est d'aller extraire tout ce que le bois a à l'intérieur. Parce que c'est là où on va créer de la valeur ajoutée et ça va nous permettre demain de monter cette filière-là. Parce qu'aujourd'hui, cette filière-là est beaucoup aidée. On voit bien avec tous les appels à projets qui sont lancés, parce qu'il est temps de la mettre en avant. Quand vous parlez de chimie verte, ça veut dire quoi ? On va venir extraire dans l'arbre toutes les essences qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et avant qu'on brûle l'arbre, l'arbre, on va aller venir lui extraire les substances qui vont pouvoir servir dans la production de pesticides parce qu'il y a une résistance naturelle, dans la chimie, dans la cosmétique. Et l'arbre aura toujours sa faculté. On va aller le distiller. C'est intéressant. Et il gardera son pouvoir calorifique après. Son pouvoir, et il sera même encore meilleur parce qu'en distillant, obligatoirement, on va venir assécher la matière. Donc c'est vraiment... Mais ça, la technologie existe aujourd'hui ? Oui, la technologie. Ça arrive, c'est qu'il faut aller le mettre à grande échelle. On a remporté dernièrement le prix d'honneur du Canopé Challenge, où il y a eu la finale avant-hier. C'est de l'intelligence artificielle. C'est d'aller mettre en relation les détenteurs de matière et les utilisateurs de matière. Donc aujourd'hui, on va chercher des choses à l'étranger alors qu'on les a sur notre territoire. Donc vous nous dites qu'il faut mieux se parler, mieux structurer la filière, c'est ce qu'on comprend. La guerre en Ukraine, c'est un accélérateur de prise de conscience. C'est ce qui est en train de se passer. C'est horrible à dire, mais il y a aussi cet effet positif. C'est un accélérateur. Et on voit bien les gros du monde de l'énergie. Voilà, le plus gros est nous, Total Énergie. Aujourd'hui, on voit bien leur modèle. Leur modèle est en train de repartir sur les énergies renouvelables. Donc oui, là, on a un accélérateur. Par contre, il va falloir être très pointu. Parce que là, on va rentrer vraiment dans l'industriel, dans la production de combustible. Et moi qui ai déjà 2 camions GNV, pour la simple raison, on a des camions GNV, oui, c'est bien. Pour la collectivité, c'est bien, on arrive propre pour venir vider. Maintenant, il est temps d'ouvrir le réseau. Parce qu'aujourd'hui, mes opérateurs mettent 3-4 heures pour aller faire un plein de GNV. C'est pas normal. Ouais. Donc voilà, il faut qu'on mette l'accélérateur. L'accélérateur est mis financièrement. Je pense que le plan de relance a bien été mis en place. Maintenant, il faut trouver le foncier.
L'Île-de-France, c'est le plus compliqué, trouver le foncier. L'acceptabilité de nos activités sur un territoire, parce que aujourd'hui, oui, on sécurise, on coupe des arbres. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on coupe des arbres, mais voilà, l'arbre, il a travaillé toute sa vie. Il y a un moment, il faut bien qu'on l'utilise pour tout ce qu'il a produit, donc pour son bois d'œuvre. Voilà. Moi, j'ai un petit parallèle de fait. Une personne âgée, une grand-mère, est content que ses petits-enfants aillent bien. Et à un moment, tout le monde s'éteint et un arbre finit également par s'éteindre. Donc, on n'est pas des coupeurs d'arbres, parce que Inoue, avant de commencer sur la sécurisation forestière, son métier, c'est d'aller sourcer. Je suis un sourceur de matière sur un territoire. Je vais utiliser tous les bois possibles pour arriver à mes fins de production énergétique. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Éric Walmet, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Vous pouvez rester en place, notre débat sur la restauration collective. Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités. Gaëtan de l'Hermite, bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG de Compass Group France. À vos côtés, Floriane Lenoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale déléguée à l'alimentation du groupe SOS. Vous venez de monter un partenariat pour une alimentation collective plus saine et durable. On va évidemment en parler longuement, mais peut-être une présentation rapide pour démarrer. Le groupe SOS, groupe associatif, vous nous rappelez, un grand groupe associatif, hein, on peut dire que vous êtes le leader de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est ça ? Tout à fait, oui, un grand groupe en effet associatif, donc sans actionnaires, leader de l'économie sociale et solidaire en Europe, qui regroupe 650 établissements, services, associations qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires. Un groupe qui a presque une quarantaine d'années maintenant, qui est né lors des années SIDA et qui agit partout en France et dans 40 pays dans le monde. Ouais. Et donc, vous avez une espèce de catalogue de solutions. C'est ça qui est aussi très intéressant et on va voir à quel point ça peut être utile. Compass Group, Gaëtan de l'Hermite, votre métier, c'est la restauration collective. C'est la restauration collective, absolument. Compass Group est le premier ou le plus grand restaurateur privé du monde. Nous employons près d'un demi-million de personnes dans le monde et en France. 14 000 salariés pour 3 000 restaurants dans la restauration collective. C'est-à-dire que nos publics, je dirais, s'étalonnent de la petite enfance jusqu'au grand âge. Ouais. Donc véritablement, une entreprise aussi tentaculaire, finalement. Nous servons 1 million de repas par jour en France. Donc ça permet de prendre conscience de l'impact du mouvement que vous êtes en train de créer ensemble, parce que vous vous dites quoi ? Que votre métier doit changer, profondément changer ? Profondément. Je crois que ce changement, on le savait, il existait avant la crise Covid. Je crois que la crise Covid nous a permis une accélération, une mise en mouvement, puisqu'après la prise de conscience, on a eu véritablement une prise de responsabilité. Aujourd'hui, les 2 ans que nous venons de vivre nous ont permis de nous rendre compte à quel point nos métiers d'abord étaient utiles, le lien social, la capacité à créer un supplément d'âme qui nous a beaucoup manqué, mais aussi le bien manger, se nourrir durablement en prenant soin de son bien-être, mais aussi de la planète et des agriculteurs, des animaux, etc. Donc je crois qu'on est passé d'une situation avant Covid où on était dans l'incantation, dans le souhait, à une situation aujourd'hui où véritablement nous sommes dans la mobilisation et l'activation de cette mise en mouvement. Ouais. Pourquoi vous avez besoin du groupe SOS pour acter et engager finalement cette mutation ? Parce que l'alimentation, c'est une logique de filière. C'est une chaîne de valeur qui, jusqu'à il y a peu de temps, était relativement fragmentée. Et chaque acteur essayait de, je dirais, tirer son épingle du jeu aux dépens des autres. Vous aviez d'un côté l'agriculture, de l'autre la logistique, livraison, la restauration, les convives. Mais en fait, il n'y avait pas de prise de conscience générale pour faire sortir un modèle qui était celui de la commodité transactionnelle alimentaire à un modèle au service du bien commun. Et nous avons pris conscience de ce besoin de rendre la restauration finalement encore plus collective en associant des parties prenantes qui permettent ce mouvement collectif et commun
au service d'une équation vertueuse. Ouais. Le groupe SOS nous permet de venir compléter notre dispositif avec une dynamique différente, avec des angles de vue différents, avec des moyens différents, qui, je dirais, viennent remettre en cause de façon structurelle cette façon très cloisonnée de travailler que nous connaissions jusqu'à il y a 2 ans. Et alors, c'est intéressant parce que Florian Lenoir, c'est très concret. C'est-à-dire que ça passe par exemple par des fermes. Alors, il y a des fermes qui existent déjà. L'association, c'est Ferme d'Avenir. Merci, je cherchais. Et puis, il y a un exemple qui est la ferme de l'Envol. Et donc, vous allez quoi? Vous allez dupliquer cet exemple ensemble? C'est ça? Créer des fermes d'avenir? Alors, je dirais que avant ça, en fait, le groupe SOS, en effet, ce pourquoi il est extrêmement pertinent, utile de s'unir dans le cadre de ce partenariat, c'est que le groupe SOS a fait de la transition écologique une priorité, notamment autour de l'alimentation durable, à la fois parce que nous-mêmes, en tant que groupe SOS, on gère 650, je le disais tout à l'heure, associations, services, donc on sert en fait auprès de nos bénéficiaires 30 000 repas par jour. L'alimentation, c'est déjà un enjeu en interne. L'alimentation est le premier poste de dépense du groupe SOS avec 33 millions d'euros. Voilà. Et puis, on a aussi 10 associations dédiées à l'agriculture et à l'alimentation qui sont expertes de leur sujet. Donc, on construit, en fait, on agit sur l'ensemble du système alimentaire, de la production, la distribution, la transformation, la consommation, etc. Oui, jusqu'au dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, on intervient vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Et en effet, ce partenariat est pour nous une première opportunité d'agir concrètement sur tous les maillons de cette chaîne, en partant de la production, donc avec Ferme d'Avenir, qui est donc une association dont la mission est d'accélérer la transition agroécologique. Donc on a un réseau de 350 fermes en France. Mais donc ça veut dire quoi concrètement? Vous allez créer de nouvelles fermes? Exactement. Ensemble, alors ensemble, pour alimenter vos cantines, j'allais dire cantines, enfin bon, bref, votre business en général. Combien de fermes? 8 fermes dans 4 départements qui vont être créées de toutes pièces, grâce à l'intervention donc, de Ferme d'Avenir qui à la fois aide à la conception de ces fermes et puis forme aussi beaucoup de porteurs de projets, d'agriculteurs partout en France. On a en effet cette boîte à outils qui s'appelle donc l'Observatoire qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre de ressources que l'on met à disposition des porteurs de projets pour développer des fermes viables. Donc il y a ce maillon-là, il y a aussi des épiceries solidaires, c'est ça? Exactement, donc on va créer ensemble 5 épiceries solidaires, développer aussi 2 manufactures de légumes. Et puis, on s'apprête aussi à lancer un grand concours qui s'appelle donc le Bon en Avant, dont l'objectif est de valoriser les métiers de la restauration collective, donc à la fois des chefs de restauration en EHPAD, mais aussi des chefs de restauration scolaire, accompagner des producteurs et des restaurateurs pour travailler ensemble à la fois sur des recettes plus durables et surtout prendre la parole sur l'enjeu de ce métier. L'enjeu d'attractivité de ce métier. On est face à une pénurie de main-d'œuvre. On a très envie de valoriser les expertises de ces chefs cuisiniers qui œuvrent chaque jour. Justement, on reviendra sur les fermes et les différentes étapes, mais sur cet aspect-là de métier en tension, de pénurie de main-d'œuvre, il vous manque combien de personnel? Parce qu'il y a les cuisiniers, mais pas seulement, quoi. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 800 postes vacants pour lesquels nous ne trouvons pas preneurs. Donc pour nous, il est très très important, et c'est la logique de ce partenariat, c'est de lancer une dynamique qui va au-delà du transactionnel. Nous avons lancé un grand programme d'envergure qui s'appelle le Pacte Restaurons Demain. Et c'est cet esprit collectif, cet esprit d'acteurs de filière finalement, qui nous a animés en disant nous ne détenons pas toutes les solutions, mais il faut créer un écosystème autour de nos métiers de façon à effectivement créer la dynamique nécessaire à changer les choses. Donc le sociétal, vous l'évoquez, fait évidemment partie de ces objectifs-là, attirer de nouveaux talents au service des autres, au service du bien commun. Mais comment rendre ce métier sexy, quoi, parce que c'est un peu ça l'enjeu. C'est justement, je crois qu'en prenant conscience des enjeux et des thématiques sur lesquelles nous évoluons, la défense du bien-être humain, la défense du bien-être animal, la défense de la planète, de l'environnement, et de rendre cette alimentation consciente, durable, sobre, il me semble que ce sont des enjeux pour lesquels il est extrêmement valorisant de travailler. D'un seul coup, ça prend du sens d'être cuisinier dans cette démarche-là. Donc, on est aussi dans je reviens sur l'idée des fermes agroécologiques. Donc, vous en créez 8. L'idée, c'est d'être aussi dans une logique de circuit court, j'imagine, de mailler un peu le territoire, c'est ça?
de circuits courts, de produits locaux, sains, dont la provenance et la qualité sont complètement maîtrisées. Ouais. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce n'est qu'un point de départ. Les projets que l'on vient d'évoquer illustrent la dynamique concrète qui est déjà la nôtre. Mais l'ambition va bien au-delà. Et le but, par exemple, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle Restaurons la Terre, dans le prolongement de notre programme Restaurons demain, et qui vise à rendre durable et pérenne cette dynamique en récoltant des fonds de façon à pouvoir continuer à créer des fermes dans la durée. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, 12% de la production agricole française est bio. Avec la loi Egalim, on nous demande de mettre à disposition 20% de nos approvisionnements de façon bio. On est obligé d'aller chercher des produits bio à l'étranger. C'est ça que nous voulons changer, en investissement sur notre territoire, dans des projets durables et de qualité qui nous permettront de rendre ces produits locaux. Et alors vous le faites par conviction, j'en doute pas, mais est-ce que vous le faites aussi parce que vos clients vous le demandent de plus en plus ? Bien sûr. Je crois que la philanthropie seule n'est pas une action durable. De façon à rendre les choses pérennes et de façon à véritablement créer le choc structurel que nous souhaitons, il faut se projeter sur des équations qui fonctionnent. Et je crois qu'effectivement, en étant plus local, plus sain, plus durable, et c'est aussi une partie de l'action que nous menons, une action de pédagogie, de prescription auprès des convives, de leur faire prendre conscience et toucher du doigt que le schéma ancien que nous avons connu peut changer, peut évoluer. Mais ça part aussi d'une prise de conscience de leur part et d'un choix actif de leur part. Ensemble, nous serons plus forts pour changer les choses. Floriane Lenoir, vous identifiez les bonnes pratiques, en fait, et l'idée, c'est de les partager ou de les mettre en valeur via ce partenariat ? Tout à fait. Alors nous, on agit de façon très connectée à l'ensemble des territoires. Donc on a quelque part ce retour d'expérience qui nous permet d'identifier dans toutes les régions de France quelles sont les bonnes pratiques et celles qu'on veut promouvoir, porter, etc. Et donc c'est toute cette expérience, cette expertise qu'on va mettre au profit de ce partenariat, que ce soit sur la conception, encore une fois, de ces fermes agroécologiques, que ce soit sur les épiceries solidaires, on en a parlé. Là, on agit vraiment dans le souci de lutter contre la précarité alimentaire, que ce soit sur des bonnes pratiques aussi en établissement, parce qu'on est nous-mêmes du coup confrontés à ce sujet. On a 358 cuisiniers au sein du groupe SOS, donc c'est aussi tout cet échange je dirais que ce partenariat est extrêmement complémentaire et c'est tout ça qu'on va pouvoir partager dans le cadre de ces actions qui se profilent. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat entre Compass et le groupe SOS. Smart Ideas, tout de suite, la bonne idée du jour, une start-up à l'honneur. Bonjour Sandra Magnin, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Selfie, entreprise créée par deux femmes, puisque c'est Dominique de Maricourt qui est à vos côtés. Vous l'avez créée quand ? Et puis surtout, avec quelle idée ? C'était quoi votre idée de départ ? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation déjà. Selfie, c'est une aventure collective avec des collectivités locales pour organiser la fourniture en circuit court d'électricité sur un territoire donné. Et donc, on a voulu faire comme dans le secteur agroalimentaire, alimenter des bâtiments publics avec des ressources en énergie renouvelable, acheter directement sur le territoire pour approvisionner les bâtiments publics, tout simplement. Mais alors, ça marche comment, l'électricité verte en circuit court ? Elle est disponible ? Il y en a partout ? Il y en a, puisqu'il y a des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, des usines d'incinération. Les collectivités locales sont souvent propriétaires d'outils de production d'électricité. Elles investissent dans des outils de production d'électricité aussi, avec des sociétés d'économie mixte. Elles investissent aux côtés de leurs partenaires territoriaux, aux côtés des citoyens. Et elles ont envie d'acheter l'électricité qu'elles produisent ou qui est là, sans que les mégawattheures échappent au territoire. Et donc, nous, on a travaillé sur un modèle qui permet justement d'affecter la production locale aux consommations locales. Alors, c'est vrai que le commerce d'électricité, c'est un peu nébuleux, puisqu'on ne sait pas trop comment ça marche. Mais il est possible commercialement d'affecter de la production à de la consommation en temps réel. Et c'est ce que l'on fait. Vous l'avez créé quand ? Alors, on a créé la société en 2017, à la suite d'un programme de R&D que l'on a construit avec une dizaine de collectivités locales françaises. D'accord, donc il y avait déjà des collectivités derrière vous, quoi. Tout à fait, qui étaient motivées pour faire ça, qui ont voulu chercher avec nous.
C'était vraiment un partenariat public-privé dans lequel je pense que ni les collectivités auraient pu travailler ensemble de cette manière-là, ni nous seuls n'aurions pu monter ce modèle. Et donc, ensemble, on a créé cette solution. Et en 2017, on a créé Selfie. Et en 2019, on a commencé nos premières opérations de marché, c'est-à-dire des véritables achats et ventes d'électricité. Donc, nous achetons en direct la production, nous l'affectons au bâtiment public. Si à un instant T, il y a trop de production, nous allons la revendre sur le marché. Et si à un instant T, il n'y a pas assez de production, nous allons aller en acheter sur le marché. Mais comme vous dites, ça semble nébuleux, mais comment vous garantissez comment je peux dire ça, la traçabilité de cette électricité verte, quoi. Être sûr qu'elle vient du territoire et qu'elle reste dans le territoire. Eh bien, c'est exactement la question qu'on s'est posée pendant 2 ans, parce qu'aujourd'hui, réglementairement, pour acheter de l'électricité verte, il suffit d'acheter n'importe quel produit sur le marché, d'acheter des garanties d'origine, qui sont des certificats qui sont émis en même temps que le mégawattheure par un producteur d'énergie renouvelable, par une installation. Et donc, de cette manière-là, on peut verdir de l'électricité. Mais par exemple, je peux très bien acheter des garanties d'origine d'une centrale solaire qui a produit l'année dernière pour verdir de la consommation d'éclairage public qui n'a lieu que la nuit. Okay. Donc, nous avons cherché à travailler sur le temps réel, et c'est ce que nous faisons. Et donc, la garantie de la traçabilité, elle vient essentiellement de cette intermédiation unique, puisque nous faisons tous les métiers et que nous le faisons nous-mêmes, c'est-à-dire nous achetons réellement l'électricité, nous fournissons réellement l'électricité, et chaque heure, nous faisons des opérations de marché pour équilibrer nos portefeuilles. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est aussi un moyen de se protéger contre, on est en plein dedans, les fluctuations des cours de l'énergie ? Absolument. D'ailleurs, je pense que c'est tout à fait la solution d'avenir pour nous. Et donc, on espère que ça va faire des petits, parce que, évidemment, si localement, je produis une électricité, par exemple solaire, qui coûte 50 ou 60 euros du mégawattheure, pourquoi j'irais aujourd'hui l'acheter à 250 euros du mégawattheure sur le marché, alors que je peux me la produire pour moi-même ? Donc, c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était plus difficile à expliquer parce que les prix de l'électricité étaient bas. Et le paradoxe de la situation actuelle est que la prise de conscience que le marché de l'énergie n'est pas forcément sur le long terme un prix bas, que l'énergie pas chère, c'est pas forcément l'avenir, eh bien, ça fait prendre conscience que quand on s'organise localement et directement, on peut avoir des prix effectivement sur le long terme qu'on va sécuriser. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront toujours moins chers que le marché, mais en tout cas, on les connaîtra à l'avance et pour le long terme. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a d'autres collectivités qui rentrent dans la danse depuis quelques mois ? Ah, tout à fait. Donc là, on a travaillé au début avec 5 collectivités. Aujourd'hui, on en a 10. On vient de s'installer à Rouen, puisqu'on est soutenu par le Crédit Agricole Normandie-Seine, qui a investi à notre capitale et qui nous héberge dans le village avec Crédit Agricole Rouen. Et donc, on est en train de s'installer sur l'axe Seine avec l'appui de la ville de Paris, qui est un de nos forts soutiens depuis le début. Mais il y a beaucoup d'autres collectivités en France qui s'intéressent à ce que l'on fait. Donc là, on a une stratégie de croissance pour pouvoir répondre aussi à la demande. Très bien, voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci. D'être venu nous présenter Selfie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui était à la programmation et à la production, assistée d'Hugues Sabatier, Amanda Montero et Héloïse Merlin au son aujourd'hui et le réalisateur Kenny Dellenbach. Salut.